Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Didier Borowski est à nos côtés, responsable de la recherche en politique macro chez Amundi Investment Institute. Bonsoir Didier. Bonjour Grégoire. Enguerrand Artaz nous accompagne également, stratégiste et gérant à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Et Igor Demac est également à nos côtés, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Igor, commençons avec le scénario d'une fin de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça faisait partie des priorités annoncées par Donald Trump lors de son mandat. Au départ, pendant sa campagne, tout devait s'arrêter dès son day one. Puis évidemment, les choses prennent un peu plus de temps, mais on entre dans la phase où on est en train de préparer des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, sous l'égide, bien sûr, de Donald Trump et de son administration. Qu'est-ce que tout ça peut impliquer pour l'Europe, en général ? Le point positif, déjà, c'est que s'il y a la paix, il y aura moins de blessés et de morts. Donc déjà, pour un territoire qui est contigu à l'Europe, c'est mieux. Pour nous, les Européens, c'est quand même mieux d'avoir un conflit en moins à gérer et à financer, puisqu'on a été des gros financeurs et de l'État ukrainien et aussi de la défense. Et puis pour le consommateur européen, c'est toujours aussi une espèce de confiance qui revient, puisque évidemment, avec tout ce qu'on entendait sur les écrans, la guerre nucléaire, les chars russes sur les Champs-Élysées, ça peut aussi avoir un effet très négatif, et on l'a vu. Après, il y a beaucoup d'autres conséquences sur des secteurs comme le trafic aérien, comme l'énergie fossile. Évidemment, cette guerre allait prendre fin. Comment, quand et à quelle entre guillemets, sauce, les belligérants vont être mangés par la proposition de Trump. Ça reste à voir, mais évidemment, on l'avait déjà signalé, c'était un chapeau sur le marché action européen. Et puis sur l'économie mondiale, de toute façon, même s'il y a eu un impact, c'est que les dépenses militaires mondiales n'ont jamais été aussi élevées historiquement en montant. Donc il faudra voir aussi si ça continue ou si ça apaise ce genre de tension, mais on ne va pas tout de suite se réjouir. Mais en tout cas, on change complètement de momentum sur ce sujet-là depuis 2022. C'est une vraie question. C'est-à-dire que vous dites, il y a encore l'idée d'un chapeau qu'on enlèverait. Il y a encore une partie de la prime de risque sur les actifs européens, sur les actions européennes, qui est directement liée à ce conflit qui a éclaté il y a plus de 2 ans maintenant, qui s'est installé aussi dans l'habitude et la normalité, malheureusement, du quotidien. Du point de vue direct, il a eu des conséquences, et du point de vue indirect, il a révélé les fragilités de l'Allemagne. Il a aussi révélé le fait qu'on était, on le savait, mais on doit toujours nous le rappeler, dépendant énergétiquement. Et donc une Europe qui est écrasée entre les grandes puissances économiques, stratégiques ou militaires. Donc ce conflit, aujourd'hui, peut-être qu'on a eu le sentiment de défendre une cause, mais en termes économiques, pour l'Europe et les Européens, et surtout le cœur, puisqu'en fait la Scandinavie et l'Europe du Sud se sont plutôt bien débrouillés ces 3 dernières années, ça a été quelque chose d'assez lourd à financer, et avec des conséquences sur la distance maintenant entre l'économie allemande et puis l'appareil énergético-industriel russe, coupé, et puis la France, qui quand même, avec son environnement de consommation très morose, n'a pas trouvé les chemins d'une vraie croissance. Bon. On y reviendra, mais ça milite quand même en faveur du cas d'investissement action européenne. Enfin, l'idée de ce cessez-le-feu n'est pas totalement intégrée dans les cours des actions européennes aujourd'hui. Non, mais il faut séparer les marchés. Le CAC 40 était très en retard parce que sa composition est très aussi luxe, automobile. Le MSCI italien, il a plutôt bien marché. Donc, il ne faut pas tout mettre dans le même panier, mais le cœur de la zone euro est attaqué, et c'est le premier concernés par ce conflit. On a bien vu qu'au nord de l'Europe et au sud, les efforts ont été faits, la croissance est là, les efforts budgétaires sont faits. Donc, non, c'est surtout sur la France et l'Allemagne que ça a révélé d'énormes fragilités, et on en parlera avec le cas allemand. C'est un vrai sujet de modèle économique pour l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se rapproche vers la Russie ? Sachant qu'effectivement, la collusion entre l'Allemagne et la Russie, ça pouvait faire très peur aux États-Unis, parce que c'est entre guillemets l'animal économique idéal. Est-ce qu'on est prêt à la sortie d'un conflit comme celui-là à revenir sur les stratégies antérieures, ou dans quelle mesure ? Mais ce sera une question. Bon, point de vue d'une stratégie d'investissement, comment on réfléchit à l'idée d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine ? Est-ce que ça peut impliquer, bien sûr, pour l'Europe, mais pour les marchés globaux dans leur ensemble, Enguerrand ?
Probablement que ça peut donner un peu de fuel supplémentaire à ce rebond relatif des marchés européens qu'on a depuis le début de l'année, qui a déjà été quand même important. Mais si on regarde les différentiels de valorisation, notamment par rapport aux États-Unis, il y a potentiellement encore pas mal de chemin à faire. Donc, sans doute qu'en termes d'amélioration de sentiment, même de volonté des investisseurs internationaux de revenir sur l'Europe, ça peut aider un peu et continuer à pousser ce mouvement-là, qui peut être aussi alimenté un peu par une sorte de FOMO, de peur des investisseurs de louper le train du redémarrage européen. Donc, pourquoi pas. Il part pas souvent en plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas le rater, quoi. Il part souvent, mais il s'arrête encore plus souvent. Il s'arrête encore plus souvent. Les phases de surperformance de l'Europe, notamment depuis la grande crise financière, il n'y en a pas beaucoup. Non. Elles sont assez courtes, par contre, elles sont assez violentes. Ouais. Donc, si on les loupe, grosso modo, c'est terminé. Donc, très probablement que ça peut continuer à améliorer la tendance des actions européennes. Ça peut aussi avoir une tendance positive sur les taux, parce que si on reparle de l'énergie, qu'on a une baisse des prix de l'énergie pour les perspectives d'inflation en zone euro qui sont déjà plutôt bien orientées, mais potentiellement ça peut donner encore un peu plus de confiance dans le fait qu'on retourne sur les sites de la Banque centrale relativement rapidement. Donc ça peut jouer peut-être aussi à la baisse sur les taux, même si on a pas mal quand même rebaissé sur les taux européens ces derniers mois. Donc, mais potentiellement, en tout cas pour les actifs obligataires, c'est plutôt intéressant. Donc au global, revenir sur des actifs européens, que ce soit en termes de equity ou en termes obligataires, c'est pas une mauvaise idée. L'autre chose qu'on peut dire, c'est aussi en termes sectoriels, c'est que potentiellement, au-delà de la tendance sur les marchés actions, il y a aussi des secteurs qui ont été extrêmement en souffrance depuis 3 ans, qui peuvent peut-être revenir un petit peu. Je mettrai le cas automobile à part, parce que quand même, avec l'histoire des tarifs douaniers, on voit quand même que c'est le secteur qui est un peu en première ligne. Donc, malheureusement, l'épée de Damoclès est là au-dessus de nos têtes. C'est voilà. Et puis même vis-à-vis du Mexique et du Canada, puisque c'est quand même très lié aussi au secteur automobile, dont des groupes européens qui sont engagés dans cette question-là. Donc je mettrai un peu de côté, mais d'autres secteurs cycliques un peu délaissés, type chimie, etc., potentiellement, que vraiment tout le monde a oublié. Je ne sais même pas si quelqu'un a encore de la chimie en bourse. C'est qu'il y a un secteur qui s'appelle le secteur de la chimie en bourse, oui. Voilà, c'est potentiellement des secteurs comme ça peuvent peut-être retrouver un peu d'allant. Tout ce qui est très intensif énergie, globalement, c'est ça, va pouvoir respirer un peu mieux. En énergie, on voit que ça, en termes de production industrielle, notamment en Allemagne, ça commence à se stabiliser depuis quelques mois. Si on a cet effet un peu de baisse des prix de l'énergie, ça peut accélérer le redémarrage et redonner de l'allant à tous ces secteurs-là. Donc peut-être aussi en positionnement, il y a quelque chose à aller chercher. Et ça peut, ça peut surprendre sur l'idée de la reprise de l'économie européenne, qui est pour l'instant une reprise assez molle, sortie d'un 4e trimestre qui n'a vraiment pas été glorieux. Ça peut amener des surprises positives sur la macro européenne au cours de cette année 2025 ? Vu qu'on n'attend rien quasiment sur l'Europe pour 2025, j'ai envie de dire que ça peut apporter que des surprises positives. Après, l'amplitude, ça reste à voir, parce qu'il y a quand même, on abordera... On ne double pas la prévision de croissance, par exemple, sur la seule base d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Non, parce que déjà, ça dépendra de la nature de l'accord, ça dépendra aussi des choix qui sont faits, notamment d'un point de vue énergétique. Est-ce que demain, l'Allemagne va racheter autant de gaz russe qu'avant? C'est quand même loin d'être certain. Et puis, le sujet était très bien abordé avant, c'est pas parce qu'on va signer un cessez-le-feu que toutes les fragilités structurelles de l'économie allemande ou française vont être réglées en 2 mois. Donc, c'est un bon point. Ça va permettre une stabilité sur certaines zones. De là à régler tous les problèmes de l'Europe, on en est quand même... oui, ça ne nous exonère pas de notre propre travail à effectuer et des défis à relever. Didier, sur cette idée, enfin plus qu'une idée, puisque on prépare des pourparlers de paix et on s'engage sur cette voie-là de manière assez concrète. Déjà, il va falloir bien distinguer pourparler de paix et cessez-le-feu. Est-ce que c'est un cessez-le-feu sans paix ou est-ce que c'est un accord de paix qui participe aux négociations? Est-ce que les Ukrainiens sont bien à la table de négociation ou c'est un accord entre les États-Unis et la Russie? Ça change beaucoup de choses au niveau de l'Europe, notamment pour tout ce qui vient d'être mentionné. Je suis sur la même note. C'est la problématique en Europe, c'est une grande problématique de coût de l'énergie. Il est clair que le fait de revenir au statu quo ante en matière d'approvisionnement en gaz va évidemment dépendre de la nature de l'accord qui sera trouvé. Donc attention de ne pas se réjouir trop vite, parce que le diable est dans les détails en ce qui concerne la sécurité de l'Ukraine, et notamment ce qui va assurer la sécurité future de l'Ukraine. Donc ça
c'est un point, à mon avis, essentiel. C'est vrai que la réaction des marchés, elle est liée au fait qu'il y a des chances d'avoir une surprise très fortement positive, au sens baisse des prix du gaz, et que ça va favoriser certains segments de l'industrie. On a beaucoup souffert, évidemment, des prix de l'énergie depuis quelques années. Donc, on peut comprendre cette première réaction. Le gaz russe n'a pas été banni ou interdit, contrairement au pétrole russe. Oui, il continue. Et donc, la problématique, c'est si on revenait à ce qui se passait en 2021, ce serait, en termes de flux de gaz, ça donnerait un contre-choc sur les prix du gaz assez important qui bénéficierait à l'industrie. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et donc la question qui va se poser, c'est quels sont les termes de cet accord, qui assure la sécurité de l'Ukraine pendant la période de cessez-le-feu qu'on va avoir. Si on écoute l'administration Trump et Donald Trump lui-même, c'est vous, les Européens, qui allez vous occuper de sécuriser les frontières, de mettre des troupes là où il faut. Et les estimations qui circulent sur Bloomberg, c'est 3 milliards de budget. Hein. Oui. Et donc je crois qu'il faut bien distinguer la thématique court terme. On se réjouit tous, évidemment, s'il y a un cessez-le-feu qui vient. Et il était implicitement anticipé quand même cette année. Maintenant, il faut regarder à quel horizon il peut survenir. Et puis deuxièmement, regarder de très près les modalités de l'accord et qui négocie quoi. Parce que de ça va dépendre en fait l'impact au final économique. Et notamment aussi la mobilisation sur le secteur de la défense. Parce que ça, c'est un des grands sujets européens des semaines qui viennent. Enfin, je veux dire, stratégique pour la décennie qui vient, mais en termes de politique économique, il y a le livre blanc de la Commission européenne qui va être publié au mois de mars. On attend évidemment toutes les propositions, même s'il y en a certaines qui ont commencé à percoler de modalités de financement des fameux 500 milliards d'euros avancés par le plan Draghi, mais par la Commission européenne, qui sont nécessaires en matière d'équipement militaire à l'horizon de la décennie pour construire une défense qui soit crédible. Ça, cette thématique-là, c'est une thématique de moyen terme qui ne va pas s'évanouir, même si c'est le feu avec. Donc il y a des sujets fondamentaux qui sont là, qui peuvent être bénéfiques à certains segments de l'industrie européenne dans les années qui viennent, mais qui sont des vraies dimensions structurelles. Il est normal de se réjouir d'une possibilité de cesser le feu, mais attention de ne pas surestimer l'impact sur la croissance européenne. J'adhère complètement à ce qui a été dit. Il y a des problématiques structurelles, notamment du côté de l'Allemagne. Oui, j'entends bien. On va parler de l'Allemagne, mais il n'y a pas de doute pour vous que ce qui s'organise autour de la défense, de l'amplification de la défense européenne et de la souveraineté de la défense européenne, ça, c'est quelque chose qui est ancré. Il y a une feuille de route, c'est tracé, et on ne va pas dévier de ça en fonction d'un cessez-le-feu qui se matérialiserait entre la Russie et l'Ukraine, ou est-ce que c'est un risque ? Le risque, c'est que la pression... Qu'on se relâche, alors même que la menace de moyen terme, elle est intacte. Vous regardez tous les think tanks qui travaillent sur les questions militaires, il faut considérer sérieusement la probabilité d'une attaque russe d'ici 5 ans sur un pays du nord de l'Europe. C'est ça. Après tout ce qu'on a écrit depuis 2 ans sur ce conflit, au moment du cessez-le-feu, il y a le risque qu'on se relâche sur... Le risque, c'est de sous-estimer certains risques, comme on l'a fait avec l'Ukraine. Et donc, il faut avoir... Et à partir du moment où on a quand même... D'un point de vue historique, c'est un changement complet d'environnement. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout le parapluie américain. Il s'est dit haut et fort par Donald Trump. Donc les Européens doivent considérer pas faute d'avoir prévenu, un environnement géopolitique où ils devront assurer eux-mêmes leur sécurité dans des scénarios extrêmes de risques qui peuvent se matérialiser d'ici 5 à 10 ans. La question, est-ce qu'on y est, on n'y est pas? Donc ce qui a été dit par la Commission européenne et le chiffre que tout le monde reprend, 500 milliards à minima d'équipements militaires dans la décennie qui vient, ce qui veut dire, quand on regarde les chiffres de près, qu'on montrait à l'échelle de l'Union européenne, on est à peu près à 2 points de PIB. Il faut aller à 3, 4, 5 Non, ça irait à 2,8. 2,8, d'accord. On continuerait sur la même pente que celle qu'on observe depuis l'invasion de la Crimée, et puis on continuerait, mais en renforçant. Le problème, c'est que tout le monde est assez d'accord sur l'idée qu'il va falloir faire quelque chose. Personne n'est évidemment d'accord sur les leviers de financement qu'il va falloir mobiliser, parce qu'il va falloir mobiliser de l'épargne privée, et là, évidemment, on attend tous les leviers qui vont être mobilisés. Et du côté de l'argent public, on est très loin d'un accord en Europe sur l'émission de dettes communes ou des choses comme ça. Là. Donc ça passera par du fléchage de capitaux privés sur... Dans un premier temps, notamment, il va falloir regarder toute la problématique de réglementation de la Banque européenne d'investissement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire le financement des biens qui ne sont pas uniquement à usage dual, mais qui peuvent être des biens purement militaires. Et puis, il y a la volonté quand même de l'Europe de construire toute une chaîne de valeur dans le secteur de la défense, incluant aussi des petites entreprises. Donc c'est un grand projet à l'horizon de 5-10 ans, mais qui nécessite des financements et qui nécessite de débloquer des financements, de l'épargne. Et ça, c'est ce qui est très difficile sur le plan structurel en Europe. Alors, je dirais simplement un mot, quelque chose qui pourrait être positif. On a une très grande épargne en Europe. On a même une surépargne des ménages sur la période récente.
une partie de cette surépargne est probablement liée à ce qui s'est passé sur les prix de l'énergie et sur le risque géopolitique. D'accord. Donc on peut peut-être escompter un déblocage partiel de cette surépargne si jamais on va vers un scénario de paix rassurant sur le fait qu'on n'a pas de risque de réembrasement régional dans les années qui viennent. Voilà. Igor, sur le plan boursier, le secteur de la défense, effectivement, alors, a effectué un retour spectaculaire et est même devenu un secteur d'investissement investissable par tout un chacun. C'était pas particulier. ISR. Alors, jusqu'à aujourd'hui, c'était considéré comme un secteur exclu par nature, originellement dans la construction de l'ISR il y a 10, 15, 20 ans. Mais c'est ça qui est en question. Maintenant, c'est ce que, voilà. Est-ce que c'est un secteur qui s'est normalisé de ce point de vue-là, qui est devenu un secteur plus généraliste d'une certaine manière, qui a beaucoup progressé depuis 2 ans, et est-ce que c'est un secteur qui continue d'être intéressant? C'est une dérivée première et seconde des dépenses militaires mondiales. C'est au top parce que les grandes puissances se dotent d'armes de dissuasion. Ce conflit ukrainien, c'est un conflit assez particulier parce que c'est un des très rares conflits dans l'époque moderne où il y a eu finalement un engagement de troupes au sol quasiment 900 000 contre 600 000, enfin, bref, très important sur une ligne de front de 1300 km. Aucune armée moderne ne l'avait fait depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée, même si le kilométrage était un peu plus limité, mais enfin en termes d'engagement d'être humain, c'est la guerre de Corée qui est un peu le métronome. Mais donc ça ouvre beaucoup de questions. Après, le secteur de la défense, ça a toujours été un secteur très intéressant. Toujours été un secteur assez rentable, la commande publique, je veux dire, on a en France des Thales, des Dassault, ça a toujours été des valeurs très entourées. Mais on ne va pas acheter que de la défense américaine. Il faudrait éviter en tant qu'Européens de faire ce que les Polonais ont fait quand ils sont rentrés dans l'Union Européenne et qu'ils ont acheté des F-16. Je pense que ça serait... Mais vous voyez bien que là, on a aussi la duplication, la superposition de l'OTAN et de l'Union Européenne, la défense, qui n'est pas saine et qui a contribué à faire de l'Ukraine un sujet. Puisqu'en fait, on le voit bien, en fait, les Russes ont toujours dit on ne veut pas d'OTAN en Ukraine. Et là, ce que Trump dit, c'est en fait, ça débloque le sujet en disant ils ne pourront pas intégrer l'OTAN. Mais nous, en fait, on voit bien qu'on doit se doter de quelque chose à côté de l'OTAN. Parce que les Américains ont dit nous, on en a marre de financer l'OTAN, on en a marre de vous défendre, et vous sauver pendant la Deuxième Guerre mondiale, un peu avec l'aide des Russes qu'on oublie parfois, mais voilà, ils se disent dotez-vous. Mais il y a eu des bataillons franco-allemands qui ont été faits, des faits. C'est des projets qui ont du mal quand même à survivre une période assez longue parce que un Français ne sera jamais un Allemand et vice-versa. Et un destin commun dans la paix, c'est bien. Pour préparer la guerre, je ne suis pas sûr qu'on soit aujourd'hui tout à fait armé au niveau européen et on n'a pas de leader. On n'a pas de leadership. Bon. Juste un point peut-être sur les plans européens. Sur les plans européens, l'idée, c'est de monter en puissance dans les échanges croisés de biens d'équipement. Et donc l'idée, c'est de sûrement pas de faire ce qu'on a fait au cours des 2-3 dernières années. On est entre environ les 3/4 des biens qui ont été importés des États-Unis. Et si on ajoute la Corée, ça fait 84%. Mais enfin, est-ce qu'on a l'industrie et la production qui permet aujourd'hui de se doter? D'accord. Mais il y a de toute façon des gains à faire d'efficacité dans les échanges croisés. Et donc des gains. Et ça, c'est un projet européen très clair. C'est sur la table, de monter en puissance dans les échanges croisés de biens militaires. Donc ça pourrait. Mais c'est pas une problématique de dynamique de court terme. C'est vraiment, faut bien comprendre que c'est un projet à 5-10 ans. En Guérambon. Alors, au-delà du soulagement géopolitique, il y a toujours l'épée de Damoclès des tarifs qui repose sur la tête du reste du monde, hors États-Unis. Donc là, l'idée, c'est... après avoir attaqué Mexique et Canada, puis tout de suite autorisé un report de 30 jours, je crois, de mémoire, après avoir ciblé, alors ça c'est les classiques de la littérature trumpienne, comme je les appelle, l'acier et l'aluminium, comme au bon vieux temps de la première guerre commerciale 2018-2019, vient sur la table l'idée de tarifs réciproques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie tarifaire, commerciale de l'équipe Trump? Et qu'est-ce que ça implique pour nous en Europe? C'est assez compliqué à définir parce qu'on n'a pas donné beaucoup de détails sur ce qui était sous-entendu dans tarif réciproque. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ils nous chargent, on les chargera. Je vous le fais simple à la Trump. Ça peut être une histoire de réciprocité, ça peut être simplement aussi de calquer les droits de douane américains sur les droits de douane pratiqués par les partenaires commerciaux vis-à-vis des États-Unis.
si c'est ça, si on regarde le taux moyen, en fait, ça ne fait pas augmenter tant que ça, finalement, le taux de droits de douane sur les produits importés. Généralement, les produits américains sont un peu plus taxés par les pays qui les importent que les produits étrangers importés par les Américains eux-mêmes. C'est un peu l'idée. En moyenne, si on prend en moyenne. là, après, d'un produit à l'autre et d'un partenaire commercial à l'autre, c'est extrêmement variable. En moyenne, un petit peu. Mais on ne parle pas de 10% ou de 20%. Hein. C'est quelques dixièmes, ça joue sur quelques dixièmes. D'accord. Bon. On a été monté peut-être à 4. Aujourd'hui, le taux moyen d'importation, sur les droits de douane aux États-Unis, c'est entre 2,5 et 3. Si on accepte ce qui vient d'être fait sur le Canada et le Mexique et qui est postponé, bon là, peut-être qu'on monterait à autour de 4. C'est pas dramatique. Donc effectivement, si on s'arrête à ça, c'est pas les 10% ou les 25% ou les 2000% qui ont été évoqués pendant la campagne. Et on ne sait pas également, est-ce que ça concernera tous les biens et les services? Est-ce qu'on entrera dans des négociations de réciprocité, justement? Alors, vous faites entrer un peu plus de services américains, notamment sur le domaine bancaire, etc. C'est un peu un des sujets pour l'Europe. Est-ce que... on parlait de la défense. Est-ce que, justement, dans la balance, il y a très bien vous occupez de votre défense, mais quand même, vous continuez. Prenez du matériel américain, ce serait bien. Américain. Oui, tu parles. Donc, oui. Là-dessus, je pense qu'il faut quand même pas se leurrer. Hein. Trump poussera pour un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine qui soit le plus favorable possible pour les États-Unis. Hein. Donc, que quelque part il y ait une contrepartie vis-à-vis de la dépense d'équipement de défense à destination des États-Unis, ça ne me semble pas impossible. En tout cas, ce sera certainement quelque chose que Trump demandera. Est-ce qu'il l'obtiendra? Est-ce que les Européens se soumettront à ça? Effectivement, ça c'est une autre question. Mais c'est ça, probablement il le demandera. Bon, mais tarif réciproque, c'est pas non plus le gros bazooka alors. C'est pas, mais encore une fois, on n'a pas de détails clairs sur ce qu'il entend par tarif réciproque. Encore une fois, c'est simplement aligné sur ce qui est pratiqué par les partenaires commerciaux. Effectivement, c'est pas un énorme bazooka. Mais oui. De détails que ça aujourd'hui. Non, je suis d'accord. C'est une menace avec laquelle il va falloir vivre. C'est une menace tarifaire, hein, j'entends, qui fait déjà des dégâts. Enfin, est-ce qu'il y a même dans la stratégie de Trump l'idée de maintenir cette menace en reportant, là visiblement CNBC nous dit certains tarifs ce serait peut-être pas tout de suite, ça pourrait être au 1er avril, on reporte encore un peu plus, et en même temps en reportant on maintient toujours la tension avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. C'est possible, je doute de l'efficacité et de la pertinence de cette stratégie parce que c'est comme souvent en économie, presque la peur est pire que le mal, hein, alors que l'incertitude peut coûter potentiellement plus cher que l'acte lui-même. Y compris pour l'économie américaine. Probablement, mais en tout cas pour l'économie européenne, c'est une certitude. Ouais. Alors, une certitude. En tout cas, les études qui ont été faites, notamment par la Commission européenne, vont plutôt dans ce sens, hein, puisque l'impact potentiellement de tarifs douaniers américains sur la croissance européenne, c'est estimé par la Commission européenne autour de 0,4-0,5 points de PIB d'impact négatif, tandis qu'une menace poursuite c'est ça, sur plusieurs trimestres, c'est estimé potentiellement un impact d'un point de PIB. Le double, quoi. Finalement, là on le voit bien, la peur est pire quand même mal. Mais c'est probablement négatif aussi pour les États-Unis. Si les entreprises américaines ne savent pas demain quels seront les tarifs, notamment vis-à-vis du Mexique et du Canada, parce que là on parle vraiment de choses qui sont imbriquées dans la chaîne de valeur des entreprises américaines, ça aura nécessairement un impact négatif. Donc, est-ce que la menace, ce jeu un peu de poker menteur peut durer très longtemps? Possible que Trump l'ait dans l'idée, ça risque de se heurter quand même à la réalité économique assez rapidement. Igor, oui, je voyais acquiescer, entre l'exécution de la menace et l'incertitude générée par la menace. Oui, en fait, ça crée aussi une incertitude sur les régimes d'inflation des deux côtés de l'Atlantique. Donc, si on met des droits de douane, même s'ils sont réciproques, en tout cas à la hausse, ce qui serait bien, c'est qu'ils soient réciproques à la baisse. Ce qui est un scénario qui peut exister aussi. Si finalement, on peut s'aligner sur les moins. Non, mais si les dirigeants économiques et politiques comprennent qu'un droit de douane, fondamentalement, ça entrave le commerce international et donc la croissance du PIB mondial, ça serait bien. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc ça implique
des pressions sur les exportations européennes, donc plutôt un contexte déflationniste, alors que de l'autre côté des États-Unis, plutôt un contexte inflationniste, puisque le prix des biens aurait tendance à un peu monter. Et donc c'est là où on voit que tout va se régler sur la partie banque centrale. Et en fait, moi, mon sentiment, c'est pas tellement qu'il est très intéressé par augmenter les taxes sur le vin, le camembert, etc. Non. Lui, sa stratégie, c'est qu'il a compris qu'il avait un budget et un déficit structurel et qu'il faut qu'il agisse non pas sur les taux courts avec les banquiers centraux, mais sur les taux longs, parce que c'est ça qui finance le budget. Ouais. Et donc, en fait, il va essayer de jouer sur les deux tableaux, mais lui, moi, le narratif de Trump qui compte pour l'économie américaine, c'est que le coût de l'argent, il l'a dit très vite, très fort. Après, les histoires de tarifs, c'est sûr que c'est pas bon pour l'économie mondiale, mais on voit bien qu'il tâtonne et ça va se régler en négociation. Parfois, il y a des sujets politiques, géopolitiques qui se mettent dedans. Parfois, c'est des sujets purement économiques. C'est vrai qu'avec le Mexique et le Canada, avec lequel il a un accord de libre-échange, c'est presque incroyable. Mais eh bien, il n'aime pas Justin Trudeau. Il y a la pression migratoire mexicaine. Donc, en fait, il prend tous les sujets comme ça, et puis il lance. Et puis, c'est sa méthode. On la connaît. C'est fléché. Donc, moi, je pense que le sujet monétaire est très important. Et la faute de trajectoire monétaire, tant dans notre zone où on a besoin que les taux soient de plus en plus bas très vite, soit aux États-Unis où la Fed essaye de, pour l'instant, attendre que le soufflet retombe pour bien voir les effets de tout ça. Ça, c'est un vrai sujet d'investisseurs. Comment on fait baisser les taux longs aux États-Unis, puisque c'est l'objectif? Musk le rappelle également tous les jours. Il dit on va faire baisser les taux longs. Oui, pour l'instant, d'abord, il faut bien distinguer le narratif des actes. Je pense que, bien sûr, ça peut créer des tensions entre la Réserve fédérale à terme et l'administration Trump. Je ne crois pas qu'on en soit encore là. On est plutôt dans du déclaratif. Il n'y a pas de possibilité technique de forcer la Réserve fédérale rapidement à intervenir sur les taux longs. Et Powell a été questionné là-dessus. Il a dit non, je n'ai subi aucune pression. Mais à travers des politiques publiques ou des politiques économiques, est-ce qu'ils ont moyen de faire baisser les taux longs partant de l'administration américaine? Non, il faut montrer une rigueur budgétaire pour faire baisser les taux longs. Oui, alors il y a ça. Et l'autre possibilité technique, ce serait d'avoir des politiques non orthodoxes de la Non, mais ça, c'est pas le sujet. Non, pas relancer le QI, je pense. Ça, c'est absolument. Oui, je pensais pas à ça. Et Powell, c'est quand même. Mais je pensais, je sais pas, le pétrole, il nous dit qu'il drill, baby drill. Est-ce que ça fait baisser les taux longs? Non, la problématique, elle est budgétaire. Il y a un dérapage budgétaire. La volonté de mettre des tarifs, c'est avant tout, et ça a été dit, de générer des recettes fiscales parce qu'il y a quand même ces baisses d'impôts qui ont été promises et qu'il va falloir délivrer, en tout cas pour respecter ses engagements électoraux. Et donc, il y a ce sujet de recettes fiscales. Et aujourd'hui, ce qui est fait par Musk n'est pas du tout en mesure de générer des économies à la mesure de ce que des baisses de recettes qui vont être induites par les baisses d'impôts. Donc il y a un sujet clé qui est les finances publiques aux États-Unis avec un dérapage budgétaire si les mesures sont mises en place. Et en plus de ça, il y a l'inflation qui peut générer un ralentissement de l'économie, pas immédiatement, mais d'ici la fin de l'année. Et ça va être aussi un sujet de préoccupation pour la Réserve fédérale. Mais qui atténue le coût réel de la dette aussi quand même. Oui, mais il peut y avoir l'effet induit positif qui est un peu pervers, mais... Non, mais bien sûr. Mais donc il y a une équation très complexe et l'imprévisibilité de Donald Trump fait qu'aujourd'hui, personne n'est vraiment en mesure. Et donc, qu'est-ce que c'est la conséquence pratique en termes de marché? C'est qu'on a une volatilité obligataire qui est supérieure à la volatilité sur les actions, et la volatilité obligataire, elle va rester élevée. Et dit autrement, vu qu'on est dans un environnement où les narratifs ont l'air de l'emporter dans les dynamiques de marché davantage que... Narratif économique, oui. Le narratif économique, on le voit au jour. On voit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir probablement pas mal de volatilité sur les anticipations de politique monétaire. Je crois qu'on l'a mentionné au début. Oui. En 2024, on a commencé avec 7 ou 8 baisses de taux, et puis finalement, ils en ont délivré 4. Là, on commence à voir beaucoup qui disent la Réserve ne pourra pas baisser ses taux d'intérêt. En revanche, on va avoir de la volatilité. C'est-à-dire, on voit bien que la fenêtre se ferme pour le premier semestre. Wait and see, c'est ce qu'a dit Powell devant les sénateurs, et c'est rationnel. Et puis, dans la deuxième partie de l'année, eh bien, si on réenclenche une dynamique de ralentissement économique et d'inflation sous contrôle, on reviendra avec des idées de baisse des taux d'intérêt. J'entends bien. Pour l'instant, le marché dit que ce ne sera pas avant décembre, mais décembre, c'est loin. Non, mais ça peut changer. Donc, on va naviguer en eau trouble et on va avoir des investisseurs sur les anticipations politiques monétaires, et ça peut générer de la volatilité sur les taux d'intérêt. Donc, ça, c'est l'anticipation de marché. Ça ne veut pas dire que tous les gens dans le marché pensent que la prochaine baisse de taux n'aura lieu qu'en décembre. Voilà. Et en revanche, pour la Banque Centrale Européenne, il n'y a pas de raison de voir de pression inflationniste. Les pressions des inflationnistes devaient se construire. Donc, il y a la feuille de route, c'est clairement l'assouplissement. Même avec ce qu'on a dit, le soulagement géopolitique, si ça se traduit par des prix de l'énergie, du gaz plus bas, ça va être plutôt une force des inflationnistes.
derrière. Il distribue le crédit, ça marche avec des crédits pas chers. Pour l'instant, Oui, c'est ce que je veux dire, mais c'est que tout ce qu'on vient de dire milite dans le sens d'une BCE qui va continuer de baisser ses taux, et qui pourrait le faire peut-être un peu plus vite, plus fort et plus vite. Plus vite et plus fort. Si on a des surprises négatives, parce qu'en revanche, si on avait des surprises positives sur la consommation, je pense que la Banque Centrale Européenne attendrait. Oui, non, mais c'est ça. La Banque Centrale Européenne serait attentive, parce qu'aujourd'hui, elle escompte un ralentissement de l'inflation de services, mais elle ne la voit pas encore dans les faits. Donc il y a un sujet quand même. Lagarde est toujours dans l'idée d'une reprise économique alimentée par la consommation, les salaires réels, etc. Si on ne prend pas en compte l'Ukraine, les risques sur l'Europe, ils sont baissiers. Enguerrand, sur Trump, les tarifs, on en a parlé, mais le Doge, effectivement, alors certainement que Trump n'a pas été élu pour réduire le déficit américain. Je pense que le working class qui a voté pour Trump n'a pas élu Trump sur ce sujet-là. Néanmoins, est-ce qu'on peut imaginer, pour X ou Y raison, qu'il porte une attention particulière quand même à ce sujet du déficit ? Et j'en veux pour preuve la conférence de presse mythique qu'on a eue dans le bureau ovale avec Elon Musk debout, Donald Trump assis, et Elon Musk expliquant comment on va, enfin alors pas comment, mais expliquant que l'objectif c'est bien sur 2 trillions de déficit de couper 1 trillion à travers les dépenses fédérales, quoi. Alors effectivement, sur ça, je vois ce qui a été dit avant, de différentiel entre le narratif, ce qui est possible réellement, et ce qui sera fait au final. Il y a une volonté incontestablement de réduire une partie de la dépense publique, ça c'est réel. C'est un peu nouveau d'ailleurs dans le narratif de Trump. Alors, pas tellement dans son narratif personnel. On a ressorti des vieux tweets de 2011 où il disait que pour régler le problème de la dette américaine, il fallait couper la dépense publique, c'était pas une histoire de nouvelles recettes. Bon, on voit que là-dessus, il a un petit peu évolué. En tout cas, c'était pas du tout son discours, d'ailleurs, pendant son premier mandat. Donc, là-dessus, il y a un petit peu d'évolution. Qu'est-ce que peut faire Musk ? Certainement qu'il va essayer de taper partout où il peut taper. Le fait est qu'il ne peut pas vraiment taper sur les dépenses des États fédéraux. Donc, bon, il n'a pas une si grande marge de manœuvre qui le laisse à penser. Maintenant, sur les 6-7 trillions de dollars de dépenses fédérales, il y en a qui sont déjà inaccessibles pour Musk et son Doge. Et puis il y en a certaines où il ne touchera pas. Déjà toute la partie dépenses de défense, il n'y touchera pas. Je ne sais pas, il parle du Pentagone, des budgets de défense. Oui, mais bon, s'il parle de la partie administrative du Pentagone, le reste, donc, c'est pas ce qui représente le plus gros du budget. Donc. Mais malgré tout, il y a quand même un sujet, je pense, qui est peut-être un décalage de timing. Alors, il y a les baisses d'impôts promises. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avancée sur ce terrain-là. Alors, il y a la proposition des sénateurs républicains qui est de mettre en place ces baisses d'impôts qui a été ressortie récemment. Donc, c'est quelque chose qui est toujours sur la table, mais pour l'instant, on n'y est pas. Tandis que là, les travaux du Doge, en tout cas, sont en train de se mettre en place, sont en train d'accélérer, et il y a peut-être un risque, même si ce ne sera pas... Attention, il ne faut pas imaginer qu'Elon Musk va faire du Javier Milei. On ne va pas demain se retrouver avec 2% d'excédent budgétaire aux États-Unis. On va rester avec des déficits budgétaires importants aux États-Unis dans les années qui viennent. C'est tout à fait certain. Après, est-ce qu'il y a un risque à court terme qu'on ait une impulsion budgétaire négative? Ça ne me semble pas impossible, marginalement. Et ce n'est pas tout à fait anodin parce que... On a beaucoup parlé de l'exceptionnalisme américain en termes de croissance ces 2 dernières années. Et cet exceptionnalisme, il s'est quand même accompagné d'un niveau de déficit budgétaire supérieur à 5% 2 années consécutives. C'est jamais arrivé dans l'histoire américaine en dehors des périodes de récession. Là, on est en période de croissance avec un déficit supérieur à 5%, avec une contribution de la dépense et de l'investissement public à la croissance du PIB qui est sur des niveaux très très importants. En dehors à nouveau des périodes de récession, là c'est normal, période de récession, mais là on est sur des niveaux très très importants, donc presque vulgairement j'ai envie de dire la croissance très forte des États-Unis des 2 dernières années, elle a en partie été subventionnée par la dépense publique. Si à partir de là on a une impulsion budgétaire un petit peu négative, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas fantasmer sur l'amplitude. Musk ne va pas couper la moitié des dépenses publiques américaines demain. Mais qu'on ait un impact marginalement un petit peu négatif, ça ne me semble pas improbable. Et potentiellement, ça peut avoir un impact un petit peu baissier sur la croissance américaine, à court terme peut-être même plus fort que l'histoire des tarifs qui inquiète tout le monde. Mais... Et donc tactiquement, c'est le bon moment de le faire. Là, on a un régime à 3% de croissance aujourd'hui aux États-Unis. Dans la séquence, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est l'idée de ce séquençage.
Les baisses de taux, les baisses d'impôts, ça viendra plus tard. Mais là, pour l'instant, avec la croissance qu'on a, c'est le moment de s'attaquer peut-être à ces questions de dépenses fédérales. En tout cas, si on se met dans l'objectif, on en parlait juste avant, de dire il faut faire baisser les taux longs, finalement, faire baisser la dépense budgétaire, c'est à peu près le seul levier qu'ils peuvent actionner. Donc, il y a une certaine rationalité de ce point de vue-là. Après, il y a ce qui pourra être fait et il y a aussi ce qui sera mis en face. C'est-à-dire que si demain, avec une loi de réconciliation budgétaire, on fait passer les baisses d'impôts et qu'elles sont appliquées, Musk n'arrivera jamais à compenser cela. Donc, il y a une question de timing aussi là-dedans. Et est-ce que il n'y a pas quand même se rappeler que Trump a été élu en grande partie à cause de l'inflation. Oui. Et que si demain, par une surstimulation de la demande, on fait redémarrer l'inflation, qu'il y a ce risque-là, est-ce qu'à un moment, ça peut pas, dans l'esprit des Républicains, dire bon, attendez, on va décaler un peu ça, on fait d'abord les ajustements budgétaires, on verra après. C'est pas impossible, mais là encore, on ongoing process. Ouais. Les baisses d'impôts telles qu'elles sont télégraphiées, c'est 4 000 milliards sur 10 ans, hein, c'est ça c'est ce que j'ai en tête. Oui, c'est 4 000 ou 4 500. Ah bon, enfin d'accord. Bon. Bref. 4 502. C'est autour de 4 000 milliards sur 10 ans, quoi. C'est ça. Non, mais pour donner un peu le truc. Quelques minutes. Je reviens à l'Europe avec vous, Didier. L'Allemagne, donc, élection le week-end prochain, enfin pas celui-là, mais celui d'après. Quels vont être les enjeux là immédiats et la séquence à laquelle il faut s'attendre, sortie de l'élection fédérale allemande, enfin sortie des résultats des élections fédérales allemandes. Malheureusement, c'est un sujet d'imprévisibilité encore, parce que quand on regarde les sondages, il y a de nombreux petits partis, dont le FDP, qui sont à la frontière des 5%. 5%, c'est ce qui permet d'avoir des sièges au Bundestag, et en fonction des résultats et du franchissement de ce seuil, on a des possibilités de coalition qui pourront s'ouvrir. Je donne un exemple. La CDU, du fait de sa proximité idéologique avec le FDP, pourrait être tentée de faire pas une coalition à 3, mais en mettant le FDP, auquel cas ça diminuerait beaucoup les anticipations de stimulation monétaire en Allemagne. Si en revanche le FDP ne franchit pas la barre des 5%, ça restreint l'espace des possibles pour la CDU, donc ça veut dire que les coalitions soient bipartites, soit tripartites. C'est avec le SPD et les Verts. Et là, il y a en effet des possibilités d'expansion, entre guillemets, de stimulus budgétaire un peu plus élevés. Mais il faut raison garder aussi, il n'est pas question d'abandonner la règle du frein à l'endettement. Il est question de l'amender, de l'assouplir, de faciliter le financement des infrastructures. Et la question, c'est jusqu'où ils vont. On a une limite du déficit structurel à 0,35% du PIB. Est-ce qu'ils vont à 0,5 ou à 1 Voilà. Donc là, il y a de la négociation. Et puis, pourquoi faire? Et deuxièmement, la mobilisation des fonds spéciaux. Parce que les fonds spéciaux ne sont pas anticonstitutionnels. En revanche, ils peuvent être politiquement rassurants pour certains partis. Alors là encore, il faut les 2 tiers. C'est le hors-bilan, hein, les faux spéciaux. Oui, c'est le hors-bilan allemand. C'est très particulier. Oui, bien sûr, mais c'est le hors-bilan. Institutionnel, c'est le hors-bilan qui permet de s'abstraire de la règle constitutionnelle. Ce qui a fait exploser d'ailleurs la coalition de Scholz. Oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le FDP est très opposé à ces fonds spéciaux, donc évidemment ça changerait la donne si le FDP était dans une coalition, mais la CDU mentionne... Alors la CDU est très prudente, comme elle ne veut pas précipiter ses électeurs dans le camp du FDP, elle a tendance à dire pas de réforme sur le plan budgétaire, mais en réalité, Merz, encore récemment, a signalé qu'il était prêt à aller à 3% du PIB en termes de défense. Ce qui veut dire un fonds spécial de défense dédié à ça. Et là, il faut une majorité des 2 tiers, mais quand l'objectif est clairement circonscrit, fléché, la Cour constitutionnelle a bien très clairement dit il faut que ce soit fléché. Donc si c'est fléché, il sera plus facile d'obtenir cette barrière des 2 tiers au Parlement, parce que l'AfD, par exemple, c'est peu probable qu'ils s'opposent en raison, des pressions indirectes de l'équipe Trump. Bon, il y a beaucoup vous voyez, c'est un jeu de billard à plusieurs bandes, donc là, une incertitude politique. Nous, notre sentiment, c'est qu'il ne faut quand même pas tabler sur un Big Bang en matière budgétaire. D'abord, une chose, c'est les élections du 23 février. Selon qu'on est à 2 ou 3 partis, ça peut mettre des semaines, voire 2 mois de négocier un contrat de coalition. Ensuite, il faut passer un projet du côté du Parlement, donc ça nous mène à l'été. Donc les plans budgétaires, etc., si tant est qu'ils viennent, ça viendra à l'automne. Donc ça veut dire qu'au plus tôt, c'est une thématique 2026. Et c'est une thématique 2026 qui peut bien sûr faire un supplément, un stimulus de l'ordre de 0,7 points de PIB, mais enfin, on est loin du Big Bang anticipé. C'est pas dans le budget 25 qu'on aura déjà les effets électoraux. C'est impossible. Donc c'est le budget 2026. Et sur le budget 2026, il y a une grande marge d'incertitude, parce qu'il va y avoir de la négociation politique entre les partis, on va aller d'un stimulus, si on prend en compte fonds spéciaux et assouplissement de la règle budgétaire, qui peut aller de 0,6-0,7 points de PIB à 1,5. Mais 1,5, c'est le scénario haussier, c'est pas... Oui, j'entends. Le scénario central, c'est un modeste stimulus budgétaire
à l'horizon 2026-2027, avec et qui va mettre du temps à négocier, qui va prendre du temps à négocier. Donc attention de ne pas verser non plus dans un excès d'optimisme sur l'Allemagne. Rapidement, parce qu'il ne nous reste plus de temps et qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les classes d'actifs, mais est-ce que tout ce qu'on raconte là, est-ce que ça valide l'idée que c'est pas mal d'être investi aujourd'hui en Europe, d'être un peu plus diversifié? Est-ce que l'Europe est un bon moyen de se diversifier aujourd'hui sur les marchés? En tout cas, les actifs européens étaient décotés pour des raisons qui étaient à la fois d'une croissance insuffisante et de risques géopolitiques. Donc il y a une partie des choses qui sont en train de se normaliser. Il faut quand même être prudent sur la croissance européenne. Les risques sont encore là, à la baisse, du côté notamment des barrières tarifaires. L'Europe, finalement, boursièrement, a été assez fragmentée. J'ai cité l'Italie. On peut regarder aussi les pays scandinaves qui ne sont pas tous accrochés institutionnellement à l'Europe, mais qui font partie du bloc. Donc là, c'est le CAC 40 qui se réveille. Après, je trouve qu'il y a quelque chose de très sain qui est en train de se passer, c'est que tout le monde prend en compte le sujet de dette publique et de déficit. Et ça, c'est peut-être Javier Milei, peut-être Donald Trump. Nous, en Europe, on avait été assez en avance sur ce sujet après la crise, puis on l'a oublié avec le Covid. Et ça, quand même, pour le capitalisme, dans une perspective moyenne, long terme, faire que les finances soient mieux gérées, crédibilité, donc moins de dettes, moins de pression des taux, c'est quand même un vrai sujet d'avenir. Les arguments en faveur de l'Europe ? Oui, ils sont alignés aujourd'hui. Oui, ils sont solides. Et puis pour rebondir en disant qu'il y a de la disparité en Europe, je pense qu'aussi il faut regarder sur la surface. Il faut faire un petit peu de dentelle parce que même on a l'impression que le DAX, par exemple, a très très bien performé l'année dernière. Mais le MDAX, SAP, Siemens Energy et Rheinmetall, c'est quand même beaucoup moins. Les indices des mid-cap allemandes n'ont rien fait du tout. C'est la même chose sur les S&P 500. On enlève Nvidia. On parle souvent de la concentration aux États-Unis, moins en Europe, mais en fait elle est beaucoup là et sous la surface, il y a encore beaucoup de valeurs à aller chercher en Europe, notamment dans un contexte comme celui-là. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Didier Borowski, Amundi Investment Institute, Enguerrand Artaz, la financière de l'échiquier, Igor Demac, Vital Épargne.